Bien, bonsoir à ceux que je n'ai pas encore vus, s'il y en a. Alors, le thème de cette conférence aujourd'hui, c'est l'économie communautaire. Alors, je resitue ce thème dans le cycle d'une dizaine de conférences qui a commencé en février, sous le chapeau des rendez-vous de l'humanisme méthodologique. Rendez-vous de l'humanisme méthodologique avec l'actualité, en tout cas avec les crises et les mutations du temps. Et la proposition du paradigme communautaire, c'est-à-dire du phénomène de communauté humaine, du phénomène communautaire comme principe même autour duquel on peut lire, comprendre, agir et projeter effectivement les affaires humaines. L'humanisme méthodologique en tant qu'anthropologie fondamentale pose d'ailleurs que toutes les affaires humaines sont de nature humaine. Toutes les affaires humaines, sans aucune exception, sont de nature humaine, c'est-à-dire renvoient au phénomène humain, aux questions humaines, aux finalités humaines, à l'action humaine, etc., etc. Et en plus, effectivement, ce qui dit, c'est que tous les phénomènes humains sont communautaires. Même les phénomènes individuels sont communautaires, puisque, pour toutes sortes de raisons, mais par le fait que quoi que l'on pense et quoi que l'on dise à propos de soi comme individu ou de tel autre comme individu est forcément culturel, ne serait-ce que par le langage, qui en a eu une explication classique, mais beaucoup plus fondamentalement que cela. Et le paradigme communautaire insiste sur le fait que les affaires humaines sont communautaires, ce qui n'empêche pas qu'elles soient aussi individuelles, mais elles sont communautaires, simultanément communautaires. Donc leur compréhension comme leur traitement ne peut passer que par l'analyse et la compréhension des phénomènes communautaires ou l'intervention dans des phénomènes communautaires. Préciser encore que nous sommes dans un pays qui a de gros problèmes vis-à-vis des communautés humaines, puisqu'elles sont comme niées ou interdites même. Le droit de cité des communautés est problématique, avec des symptômes comme l'ignorance ou l'incompréhension totale des phénomènes de communauté et, à plus forte raison, des moyens d'agir dans les communautés, avec la peur, des peurs qui s'y attachent, avec toutes sortes de choses qui sont comme ça, si bien que dans ce pays, il y a un problème vis-à-vis des communautés humaines. Ça me rappelle une séquence d'une émission il y a 2 jours, C'est dans l'air, vous connaissez, où il y avait, on parlait des phénomènes de migration, et il y avait un intellectuel, je ne me rappelle plus son nom, enfin, qui est connu, qui expliquait que en fait, c'était pas l'affaire des communes ou des particuliers. Cette affaire, c'était l'affaire de l'État, parce que en France, l'État est en charge de la solidarité, de ceci, de cela, et donc tout ça devait être organisé et financé par l'État. C'est une thèse, je dirais, quasi officielle. Hein. C'est une thèse qui est considérée comme officielle par certains, puisque c'est une vérité. Il dit ça. À côté de lui, il y avait une dame, je ne sais plus qui c'était, qui explique comment les Français sont en train de réagir et se rassemblent, au travers des associations, etc., se rassemblent pour accueillir des migrants. Et elle explique que c'est très bien, puisque comme ça, ils prennent conscience des choses, ils se regroupent et ils intègrent chez eux, en définitive, eux peuvent dire chez nous, ils intègrent des gens, et c'est très important, c'est très bien que la société civile, elle prend son expression pour dire, la société civile prend en main ses affaires, quoi, en définitive.
Et ce qui était amusant, c'est que l'intellectuel à côté hochait la tête positivement pendant qu'elle disait ça, alors que c'était exactement l'inverse de ce qu'il disait, et qu'il n'osait pas afficher, d'une certaine façon, qu'il n'osait pas assumer. En tout cas, il aurait pu discuter sur... on a pu avoir un débat sur la société civile dans toutes ses composantes et l'État, mais c'était tout à fait intéressant, mais un symptôme de la problématique des communautés, puisque sa réaction, je me souviens, c'était, il parlait d'associations, il disait, mais c'est pas l'affaire des associations, c'est pas l'affaire du privé, qui c'est le privé, mais ça doit être quelque chose de très, très dangereux, c'est l'affaire de l'État. Donc ça, c'est un problème, un grave problème de notre pays, qui est... voilà, et autour duquel il y a effectivement des éléments de crise, puisque en même temps, en communauté interdite, et ces derniers mois en particulier, on voit un déploiement de discours autour des communautés religieuses, alors que dans des tribunaux, il n'y a pas si longtemps, on a condamné des gens parce qu'ils avaient dit il y a tant de personnes ici dans les prisons ou je ne sais pas quoi, etc. Il y a une vérité qui est interdite d'une certaine façon. Alors bon, tout ça c'est assez compliqué, mais il y a un problème communautaire. Alors le paradigme communautaire, dans un pays comme ça, c'est assez difficile. Je suis en train de dire, je n'ai pas fini, un type qui s'appelle, philosophe qui s'appelle Roger Paul Droit, qui s'appelle, je ne sais plus quel titre, mais enfin c'est le nous, la constitution du nous. Et alors, son bouquin est intéressant parce qu'il fait comme si c'était une découverte. Il dit c'est extraordinaire parce que c'est commun, nous ne vivons que de ça et c'est interdit, c'est machin. Alors, il parle effectivement lui aussi du rapport entre l'État et les communautés, etc. Mais voilà, donc aujourd'hui, un philosophe type assez connu écrit un truc sur le nous là. L'existence du nous à toutes les échelles, que ce soit l'échelle nationale ou relationnelle, entre soi, etc. Partout où il y a des communautés humaines qui sont à toutes les échelles, évidemment. Alors, il se trouve que aussi dans la période, il y a la question... des questions économiques qui sont majeures. Crise économique, c'est un leitmotiv. Crise économique, tous les matins, crise économique. Mais effectivement, avec toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de plaintes, toutes sortes de problèmes. Et puis, la grande affaire de la Grèce et de l'Europe, et puis les agriculteurs, et puis. Donc ça n'arrête pas, les crises économiques n'arrêtent pas avec... Puis la Chine, récemment, est-ce que la Chine va s'effondrer, etc. Et qu'est-ce qui va nous arriver voilà. Donc, il y a beaucoup de problèmes et de questions où, au fond, on entend une plainte assez permanente, assez récurrente, et cette plainte est liée au fait qu'on n'a pas d'emprise sur l'économie. C'est à cause des marchés, c'est à cause des financiers, c'est à cause des Chinois, c'est à cause de Madame Merkel, c'est à cause de machin, c'est à cause de... Et donc on n'a aucune emprise sur les affaires économiques, semblerait-il. Alors, effectivement, c'est un peu le fond du problème et le point d'intérêt de la proposition du humanisme pédagogique avec l'économie communautaire qui commence par déclarer « il n'y a d'économie que communautaire ». Si on parle d'une économie, elle est toujours communautaire, même si... selon le paradigme communautaire, même si effectivement il y a des regards ou d'autres paradigmes qui ne le voient pas ou qui le considèrent de travers. Donc c'est la première introduction de ce que je vais raconter sur l'économie communautaire comme alternative à
tous ces problèmes sur lesquels nous n'avons aucune espèce de maîtrise, puisque ça dépend de toutes sortes de choses, sauf de nous. Bon. Et dans certains cas, il est même recommandé de ne pas s'en occuper, parce que ce n'est pas notre affaire d'avoir prise sur l'économie. Alors, avant de commencer, je rappelais un peu le programme de cette soirée. Normalement, il y a à peu près 1 heure de conférence, selon la première conférence. Après, il y a un buffet qui dure, je ne sais plus exactement, 1 heure, une bonne heure, qui permet de discuter un peu, de faire connaissance. Et puis après, il y a une séquence de questions, d'échanges, effectivement, de discussions sur ce sujet jusqu'à 22h30, je crois. C'est à peu près l'horaire habituel. Alors, je vais donner quelques indications assez schématiques. Cette conférence, d'ailleurs, pour garder le plus de temps pour les discussions, pour les questions et les discussions. Parce que la notion d'économie communautaire, je vais la situer, mais il y a des quantités de questions qui viennent derrière. C'est-à-dire, puisque c'est l'économie, c'est le champ de l'économie qui est en jeu, avec toutes les questions, tous les problèmes qui se posent, qui sont à reposer dans ce contexte-là. Donc il faudra un peu de temps pour explorer tout ça. Alors, la première chose, puisque c'est aussi un des thèmes de ce cycle de conférence, c'est la question des paradigmes. Alors, je rappelle pour ceux qui étaient là, j'ai dit à plusieurs reprises sur les paradigmes, ce qu'apporte l'humanisme méthodologique avec la théorie du sens et la théorie de l'expérience humaine, etc., c'est que, au fond, un paradigme repose sur une posture, sur une position d'être, sur un sens, qui, personnel, ou est partagé par une communauté, d'ailleurs, ou des communautés, sur un sens selon lequel on regarde le monde. On regarde le monde dans ce sens-là, c'est-à-dire on le comprend, on l'analyse, on le connaît, au travers de ce regard-là, correspondant à cette posture-là. Et si nous changeons de regard, nous voyons le monde autrement, nous l'expliquons autrement, nous le comprenons autrement, etc. Et d'ailleurs, il arrive en économie comme dans n'importe quel domaine qu'il y a quelquefois un paradigme dominant et quelquefois plusieurs, et notamment dans cette période de crise, qui est aussi crise des paradigmes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paradigmes qui sont à l'œuvre, donc plusieurs postures, plusieurs regards, plusieurs lectures, plusieurs interprétations, plusieurs explications du monde, et jusqu'au processus de connaissance ou façon de connaître qui sont différents. Donc une des dimensions du paradigme qui est en général celle qui est mise en avant, c'est dimension épistémologique ou le processus de connaissance que l'on a, qui est aussi bien valable pour tout ce qui se passe dans la rue que pour la recherche scientifique, puisque c'est une des sources du concept. Donc, quand on regarde le monde d'une certaine manière, on ne fait pas de la physique de la même manière si on est dans un certain paradigme ou dans un autre. C'est sans doute pour ça qu'entre la théorie de la relativité et la théorie quantique, il y a une disjonction, il y a quelque chose qui ne colle pas et qui, pour l'instant, n'a pas trouvé la colle pour le coller. Donc, effectivement, plusieurs paradigmes. Théoriquement, il y a même une infinité de paradigmes, mais il y a des paradigmes dominants, il y a un certain nombre de paradigmes qui sont des points de vue, des angles de vue, etc. Mais un paradigme, ça n'est pas que ça. C'est-à-dire, dans le même sens, il y a aussi une certaine idée, une certaine compréhension et un certain investissement dans l'agir, dans l'action, c'est-à-dire les méthodes, les pratiques, les processus qui sont engagés ou qui sont considérés comme agissants sont différents. C'est-à-dire, en général, pas toujours, mais en général, il y a une cohérence entre le regard, ce que l'on voit, et la manière de faire ou la manière d'agir.
Et effectivement, quand on change de paradigme, eh bien, on change aussi de façon de faire. Et quand on est dans un paradigme, bon. Et puis il y a un troisième critère qui est un troisième aspect qui est l'aspect éthique, l'aspect des valeurs ou des finalités. Ben, le sens dans lequel on est disposé, sur lequel se repose et un certain regard et une certaine pratique, une certaine compréhension de la pratique, une certaine praxéologie, si on veut, être symétrique avec l'épistémologie, ben, il y a aussi une axiologie, c'est-à-dire une certaine conception du bien, de la visée du bien faire, du bien devenir, du bien, quoi. Bon, du bien humain, etc. Donc les trois sont liés, et ils sont liés au sens qui est commun et qui se présente là-dedans. Donc un paradigme, c'est, intégrant tout ça, c'est vraiment toute une vision du monde, toute une relation au monde, tout un investissement dans le monde, il y a aussi des aspirations, etc., qui vont avec. Alors, parmi les paradigmes, alors selon les paradigmes, d'ailleurs, les trois dimensions que j'évoquais sont plus ou moins prégnantes, conscientes ou développées, d'ailleurs, on pourra le voir pour certains. Alors, en ce qui concerne l'économie, et bien au-delà, mais l'économie, je noterai d'abord les trois premiers paradigmes qui prédominent. Il y a le premier, c'est le paradigme que j'appelle du rationalisme idéaliste, où on peut le traduire en économie par une conception rationaliste de l'économie, dont la figure commune, c'est l'économie administrée. L'économie administrée, ça veut dire que l'économie, ressortie d'ailleurs de lois rationnelles, mais l'économie doit être effectivement organisée, que ce soit les ressources, l'allocation des ressources, que ce soit les échanges, enfin, tous les termes de l'économie doivent être conçus aussi rationnellement que possible, et pour cela, l'État est là, ou tout autre équivalent à d'autres échelles. Donc c'est l'économie administrée, l'économie d'État, etc., qui est, pour elle-même en tout cas, selon cette vue paradigmatique, la plus rationnelle possible, puisqu'elle utilise les meilleurs esprits, les plus intelligents, puisque surtout dans un pays, des gens qui sont sélectionnés pour ça, formés pour ça, etc., etc. Donc c'est l'économie la plus rationnelle qui est possible, qui est comme cela. Bon. Alors l'économie, ça se planifie, etc., etc. Bon. Donc c'est une histoire qu'on connaît, qui existe toujours. Elle existe toujours parce qu'il y a dans ce pays des millions de personnes qui ont été formées dans cette idée que la raison était une raison d'État, et puis cet État qui emploie de grands esprits rationnels, puisqu'ils ont été formés et sélectionnés pour ça, et qui pensent qu'effectivement c'est de leur ressort de gérer l'économie du pays, et bien entendu on ne peut pas confier à des communautés régionales ou locales le soin d'exercer une telle compétence qui est ressortie effectivement de... Alors, l'économie administrée. Cette économie, ce paradigme a quelques difficultés, quelques crises, si bien que même les meilleurs esprits se mettent à jouer d'autres jeux. Par exemple, parmi les traders et les inventeurs des outils de l'économie spéculative, il y a énormément de polytechniciens français. Il y a des laboratoires de mathématiques français extrêmement pointus, extrêmement cotés, qui sont à la pointe de l'invention des produits dérivés et de choses comme ça. Et donc il y a un certain succès là-dessus, sauf que c'est un petit peu une déviance par rapport au paradigme rationaliste, puisqu'on passe de la rationalité idéale, de l'intérêt général,
à une rationalité spéculative qui est, dont l'intérêt, effectivement, c'est de produire le maximum de valeur, entre guillemets, sur le mot valeur. Et donc, il y a toujours une optimisation rationnelle de quelque chose qui est en jeu. Mais c'est quand même un glissement qui l'entraîne à d'autres choses. Et puis, il y a un autre problème qui est présent, c'est effectivement à la fois la crainte par les tenants de ce paradigme du paradigme inverse, de sens opposé, qui est le paradigme de la puissance et de l'emprise. Alors effectivement, il y a une vision de l'économie qui est comme cela. L'économie, c'est la question de l'emprise, de l'appropriation des ressources ou des moyens des ressources, ou la lutte contre ceux qui s'approprient les biens pour le faire à leur place. Voilà. Donc c'est le conflit entre, par exemple, le capitalisme et l'anticapitalisme. Et la capitalisation de moyens de puissance anticapitalistes. Et donc cette logique de la puissance, il se trouve, il y a toujours eu beaucoup de monde là-dessus. L'économie, c'est des questions c'est le plus malin qui gagne, de rapport de force, d'emprise sur les autres par le moyen de l'emprise sur des ressources, etc., etc. Alors effectivement, l'économie étatique administrée n'aime pas du tout ça, puisque c'est une concurrence. C'est pas acceptable que ce soit pas la raison d'État qui gère ces affaires-là et que ce soit l'initiative privée. Quelle horreur. Donc, si je reprends l'intellectuel Lebras, je crois qu'il s'appelait, d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez peut-être. Sauf que, dans certaines conditions comme celles d'aujourd'hui, bizarrement, on s'aperçoit que ce sont les mêmes qui sont dans les cabinets ministériels, dans les banques, dans les machins, etc. Ce sont les mêmes qui circulent entre les places de gestion capitalistique, entre les places de gestion spéculative et entre les places de gestion administrative. Ce sont les mêmes. Mais à quel jeu ils jouent? Ils jouent au jeu de la puissance et de l'emprise sur quel territoire. Ce qui est d'ailleurs une question intéressante, c'est que au nom de l'universalisme, de la raison, c'est vrai que la question du territoire économique est embêtante, parce que effectivement, la raison universelle, on ne voit pas pourquoi elle s'arrêterait aux frontières de quelque chose. Et aujourd'hui, et pour la puissance, c'est la même chose. La puissance a toujours besoin, pour sa propre défense, à cause de la menace maligne des autres, de s'exercer le plus largement possible. Donc la tendance monopolistique, par exemple, est prédominante, et si bien que le paradigme administratif, rationaliste, idéaliste, en s'effondrant, libère des gens qui viennent jouer le jeu de l'économie de la puissance, des jeux de la puissance, etc., pour fabriquer des oligarchies économiques et autres. Voilà, on a deux paradigmes inverses qui, certains pessimistes diraient, voilà, c'est le capitalisme qui a gagné, et d'ailleurs, la preuve, tout le monde y va. Quand des régimes étatiques s'effondrent, on voit les élites devenir capitalistes, bandits de grand chemin. C'est presque dans la nature des choses. En tout cas, cette économie de rationaliste, effectivement, une partie, effectivement, s'effondre et va dans l'économie de la puissance. Puisque l'intérêt du capital, c'est sa puissance, c'est son potentiel d'emprise sur les ressources, sur le monde, enfin, bon, voilà, pour toutes sortes de raisons. Alors il y a un troisième paradigme qui est de plus en plus prégnant, qui est le paradigme
naturaliste systémique. Alors, ce paradigme, il raconte que l'économie, comme le reste, est un phénomène qui est soumis à des lois naturelles, qui sont les lois d'un système, les lois du système, en l'occurrence du système économique. Alors, il y a des conflits systémiques, c'est-à-dire entre des gens qui pensent que c'est le système économique qui est le vrai système, la vérité des choses, d'autres que ce sera plutôt un système écologique, d'autres ce sera un système, je ne sais pas quoi, social, ou je ne sais pas quoi. Donc il y a des concurrences, effectivement, dans le même paradigme, mais le principe, c'est cela. Il y a des lois de la nature qui régissent les phénomènes économiques, et bien sûr, ces lois de la nature ne peuvent pas supporter qu'il y ait des limitations communautaires ou locales, effectivement, de cela, enfin, avec une petite réserve. Et cette conception de l'économie nous dit que soit on joue le jeu et on en profite, soit on ne joue pas le jeu, ou malheureusement, parce que c'est la loi du système, on en pâtit, on subit cette économie, et quoi qu'on fasse, de toute façon, le choix étant entre subir et profiter, quoi. Alors, à toutes les échelles, subir et profiter, mais les lois de l'économie. Voilà. Alors, ça, ce discours-là, c'est un des discours les plus dominants au niveau de l'économie, la crise économique mondiale, puisque évidemment, un système, s'il n'est pas mondial, c'est qu'on en a oublié un morceau. La crise économique mondiale, la crise systémique, si on bouge ici, forcément, ça va bouger ailleurs, etc., etc. Et si ça bouge d'ailleurs, c'est qu'il y a une menace quelque part, etc. Bon. Ce qui fait que dans ce discours-là, dans cette vision-là, dans cette compréhension, dans cette conception de l'économie, effectivement, on est complètement impuissant par rapport au système économique, mais même les plus grands experts sont impuissants. Ils ne font que affiner leur connaissance du système économique. Ils savent que si on appuie sur le bouton, alors ça produit tel ou tel effet systémique, et on construit des grandes machines systémiques pour spéculer, pour faire toutes sortes de choses d'ailleurs. Bon. Voilà. Alors ce paradigme, il est très puissant. C'était intéressant d'entendre, quand on parlait de l'histoire de la Grèce et de l'Europe, d'entendre à la fois raisonner sur un fond de système économique, l'économie mondiale, les lois de l'économie, c'est comme ça, donc impérial, et puis en même temps, oui, mais il y a l'économie de la puissance. Ah, c'est les Allemands et Merkel et compagnie, qui imposent leurs lois, machin, des reins à tout le monde, etc. Bon, et qui traitent la Grèce comme ceci, comme cela. Après, on avait des discours sur la démocratie, une atteinte à la démocratie, enfin, tout un tas de machins, sauf que la communauté grecque, la communauté du pays grec, son économie, la maîtrise de son économie, ou la non-maîtrise, enfin bon, ça, c'était une question marginale, et à l'échelle de l'Europe ou de l'euro, par exemple, la question de la communauté qui se dote d'une monnaie comme l'euro était une question, pas une question de communautaire, c'est une question de système économique, et de... Bon. Alors, ces trois paradigmes qui sont complètement divergents, ils ont au moins ce point commun, c'est qu'ils dépossèdent les humains en tant qu'humains de leur économie, de toute maîtrise de leur économie. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent pas, qu'ils ne sont pas partie prenante, mais je dirais soit pour des raisons de puissance, soit pour des raisons d'État, soit pour des raisons de système naturel, eh bien, on n'a pas pris sur son économie, si bien qu'il fallait pleurer sur
ces pauvres Grecs qui ont dépossédé de leur vie économique. Alors, le paradigme communautaire dit que, d'abord, il n'y a d'économie que communautaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des communautés à toutes les échelles, c'est-à-dire toute communauté, d'ailleurs, est susceptible d'être constituée d'autres communautés et en même temps participe à d'autres communautés plus grandes, plus vastes ou différentes. C'est-à-dire des communautés, la communauté isolée, comme un individu communautaire, si on veut, isolé de toute autre communauté, ça n'existe pas. Toute communauté est impliquée dans d'autres communautés. Mais chaque communauté a sa singularité. Elle a aussi sa maturité ou sa non-maturité. Elle est unique d'une certaine façon, mais en même temps, effectivement, elle est plus ou moins mature, plus ou moins évoluée, etc. Et ce qui entraîne aussi à pointer la notion de développement communautaire ou de développement des communautés, le développement qui est un développement humain, mais qui passe par un développement économique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un développement économique? C'est le développement de la production de biens humains et de services pour le bien humain étant le bien commun, comme c'est bizarre, commun, c'est-à-dire communautaire, et le bien personnel. Le bien personnel et le bien commun sont, c'est pas d'un côté les personnes, de l'autre côté les communautés. Les communautés sont toujours des communautés de personnes, et les personnes sont des personnes qui, en tant que personnes humaines, ont potentiellement la liberté et la responsabilité d'agir, de participer à leur communauté. Potentiellement, parce qu'effectivement, les enfants en bas âge n'ont pas forcément beaucoup de moyens de penser l'économie de leur famille, de leur commune, de leur pays ou autre. Mais même les enfants en bas âge participent à l'économie, d'ailleurs l'économie qui leur apporte des services, le service d'éducation, les services de les nourrir, etc. etc. Et donc ils participent à l'économie communautaire avant même de savoir marcher, mais en apprenant à marcher, eh bien, en mûrissant, effectivement, les personnes participent à l'économie communautaire, tant pour recevoir des services ou des ressources, ou produire eux-mêmes des services ou des ressources dans la communauté et hors de la communauté, puisque une personne peut participer à plusieurs communautés, peut en changer, peut quitter une communauté, peut se trouver ailleurs, etc., etc. Alors ces communautés, qu'on pourrait appeler économiques par cette propriété qu'elles ont toutes, ben, c'est quoi? C'est effectivement les communautés locales, les communautés familiales déjà, les communautés, les communes. Bien, les communes, ça pourrait avoir avec communauté. Les communes, les régions, les pays, les agglomérations, les nations, les ensembles de nations, tout ça, ce sont des communautés économiques. Enfin, c'est des communautés dont l'économie est l'ensemble des moyens et l'ensemble des activités qui contribuent au développement, au devenir commun, contribuent au développement et qui se traduisent par une immense variété d'actions, de choses, de production, de services, etc. etc. Donc, l'économie d'une communauté n'est jamais isolée de l'économie d'autres communautés, de même qu'une communauté n'est jamais isolée d'autres communautés, mais la complexité des ensembles communautaires est assez grande. C'est une complexité qu'on n'a pas su beaucoup jusqu'à présent penser pour agir, d'où beaucoup dans cette période-là, en tout cas, beaucoup de crises politiques, des crises de toutes sortes, et crises économiques, pour n'avoir pas pensé que l'économie était communautaire. Donc chaque communauté
est maîtresse de son économie, à la mesure même de sa capacité de la maîtriser. Si elle est immature, eh bien, elle aura une maîtrise immature de son économie. La maîtrise de cette économie, elle est, pour dire, interne à la communauté et externe dans les relations avec d'autres communautés. Aujourd'hui, d'ailleurs, Internet montre qu'il y a des communautés de toutes sortes qui prolifèrent, qui se développent, etc. Et donc ce sont aussi des communautés économiques, c'est des communautés où se produisent des choses, où s'échangent des choses, etc. etc. Donc les communautés économiques ne sont pas que les communautés traditionnelles. Alors parmi les communautés économiques, toutes les communautés le sont, économiques. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont une économie identifiée, maîtrisée, organisée, etc. pour autant. Mais les entreprises sont des communautés entreprenantes et en tant que telles, elles ont leur économie, une économie pareil, interne, externe, etc. et qui participe à la cité de différentes manières. Mais évidemment, pour chacun, c'est pas la même chose de dire je participe au système économique mondial selon les lois de l'économie machin truc, ou bien je participe à l'économie de telle ou telle communauté, au pluriel d'ailleurs, hein, et eh bien voilà, je suis partie prenante de la communauté X où j'habite, où je suis installé, ou je suis partie prenante d'une communauté plus large, ou de ceci ou de cela, ou je suis partie prenante de plusieurs économies communautaires, etc. Donc les intrications, effectivement, sont nombreuses. Alors, quelques éléments plus particuliers sur l'économie d'une communauté. Alors, j'ai évoqué la production de biens. Tiens, bien. Qu'est-ce que c'est ? Bien commun. Est-ce que les biens auraient à voir avec le bien de la communauté ? Est-ce que les biens auraient à voir avec le bien humain de la communauté ? On sait très bien qu'une communauté peut parfaitement produire des machins pour détruire les voisins. Donc c'est pas automatique. Ça veut dire que dans l'économie d'une communauté, tout n'est pas bien, effectivement. Mais si la communauté est engagée ou investie dans un devenir humain, dans un développement humain, communautaire et personnel, alors son économie, c'est tout simplement l'activité qui concourt à ce développement. Et donc cette communauté, si elle a une certaine maturité politique, par exemple, alors peut se donner des règles, se donner des moyens de gestion des ressources, d'allocation des ressources. Elle peut se donner des moyens de constitution de ressources, de capitaux, par exemple, qui lui soient propres. Elle peut se donner les moyens de former des gens pour qu'ils aient des compétences diverses et autre chose encore. Elle peut établir des règles, effectivement, qui régissent les activités selon qu'elles contribuent à la communauté ou qu'elles n'y contribuent pas. Il peut y avoir des activités qui sont prédatrices et des activités qui sont productrices pour la communauté. Donc les communautés, selon leur culture, selon les moyens, peuvent très bien différencier cela et en faire ce qu'elles veulent. Ces communautés peuvent très bien se doter d'institutions pour ces régulations-là. Mais ce n'est pas la communauté qui est régie par l'institution étatique. C'est la communauté qui se donne des instruments administratifs pour gérer ses propres affaires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, etc. etc. Il y a, entre autres, une question importante, c'est celle de la valeur. En fait, dans une communauté, les valeurs d'une communauté, les valeurs culturelles, les valeurs communes,
sont en fait des indicateurs du sens du bien commun. Il y a des valeurs, chaque communauté a des valeurs, mais qui sont des indicateurs du sens du bien commun qui est le sien. Le sens du bien commun qui est le sien. Et tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce qui se produit dans une communauté, y compris les actes ou les faits économiques, peuvent être évalués sur cette échelle de valeurs. Mais sur une échelle de valeurs. On peut même mesurer leur contribution au bien commun. Et la contribution au bien commun, ça s'appelle la valeur. La valeur. La valeur. La valeur est la contribution au bien commun, évaluée selon une échelle de valeurs, au pluriel. Alors voilà déjà une résolution potentielle du fameux conflit entre la valeur économique et les valeurs culturelles, sociales, éthiques ou je ne sais pas quoi, donc qui est un grand drame contemporain, mais effectivement la valeur. Alors de là, ça nous entraîne à ce que peuvent être des signes de valeur au singulier, c'est-à-dire la monnaie. Et effectivement, il est logique qu'une communauté suffisamment mature en général et donc économiquement se dote d'une monnaie qui est un système de signes d'échange qui vaut selon les systèmes de valeurs, selon les échelles de valeurs qui lui sont propres, et avec les instruments de mesure de la valeur qui y sont attachés. Et donc, effectivement, dans une communauté, avec sa monnaie propre, eh bien, les choses ne valent pas la même chose que la communauté d'à côté. Et la hiérarchie des valeurs n'est pas la même. Et ce qui vaut beaucoup ici ne vaut pas beaucoup ailleurs, mais comme ce n'est pas sur la même échelle de valeur, c'est toujours difficilement comparable. Ça correspond à une certaine réalité, du moins la réalité qui échappe à la croyance systémique et l'uniformité systémique, ou rationnelle, ou rationaliste, enfin rationnel mais rationaliste. Donc, alors aujourd'hui, vous avez entendu parler des monnaies locales, hein, c'est un truc qui était tabou il n'y a pas si longtemps et qui se développe à droite ou à gauche, et partout où il y a une communauté, eh bien, dès qu'il y a le désir d'assumer ses affaires, alors l'idée d'une monnaie propre vient. L'idée d'un mode propre et commun de financement selon la monnaie propre de ses propres affaires vient aussi. Je ne sais pas, dans une culture comme celle du Pays Basque, il y a très longtemps que les affaires financières communes sont traitées. Bien mal, ça c'est notre question, mais elles sont traitées comme si c'était leur affaire. Là, il y a une communauté qui a une forte conscience d'elle-même, alors, effectivement, il se trouve que déjà, il y a des façons. Alors, c'est vrai, bien sûr, pour les activités. Une communauté peut privilégier des activités qui mettent en valeur ses potentiels culturels, ses savoir-faire, ses compétences, ses expériences, etc., plutôt que de faire comme les autres, ou d'essayer de trouver un créneau dans un truc qui n'a rien à voir avec son identité. On parlait d'innovation. Une communauté peut chercher des sources d'innovation dans ses propres fondements, dans ses propres potentiels, dans sa propre histoire, dans ses propres... voilà, qu'elle peut transposer et projeter dans le futur, d'autant plus loin qu'elle est enracinée dans une histoire et dans un passé. Voilà. Alors tous les problèmes économiques sont là. Alors évidemment, on peut se dire, mais alors l'initiative privée dans une communauté économique, l'initiative privée, c'est comme dans toute communauté majeure, eh bien les personnes majeures prennent les initiatives qu'elles veulent en respectant les règles communes.
et en assumant leur responsabilité de la vie commune. C'est vrai pour l'économie comme le reste, il n'y a pas de spécialité pour l'économie. Donc l'initiative économique, c'est comme l'initiative de traverser la rue. Il est recommandé de traverser dans les clous quand il y a de la civilisation, quand il y a de la circulation, je veux dire. Pour l'économie, il est recommandé de se préoccuper du bien commun, des services qu'on peut rendre, de la valeur qu'ils ont pour les gens de la communauté dans laquelle on est, etc., etc. Et même au-delà, si on arrive à maîtriser ça, on peut maîtriser des choses plus loin, c'est-à-dire que on peut participer à des économies plus vastes et jouer un rôle au nom de la communauté. On peut... Alors tout ça, c'est théorique, c'est philosophique, etc. Oui, mais vous croyez que les Chinois, ils ne savent pas que l'économie chinoise, ça existe? Bien sûr que ça existe. Et ils ne prennent des décisions au niveau de la nation chinoise qu'en vertu du bien commun de la Chine, tel qu'ils le pensent. Et ils sont très nombreux comme ça. Il faut quand même un certain degré d'aboutissement communautaire pour ne pas comprendre que toute économie est communautaire, elle est nationale. La nation a son économie, ce n'est pas les lois du système universel qui régissent ça, c'est des décisions. Alors c'est des décisions propres à la communauté et propres à ses relations avec les autres communautés aussi. Donc c'est pas l'économie communautaire, c'est pas une économie autarcique, c'est une économie responsable, propre, responsable, selon ses valeurs, ses critères, ses services, son sens du bien commun, son devenir en fonction de sa maturité, de ses potentiels, de ses besoins, etc. etc. Et ce faisant, effectivement, par exemple, c'est vrai que comment une économie immature peut-elle participer à une économie de taille mature de la communauté européenne, si communauté il y a? Évidemment, si un membre d'une communauté est immature, il ne peut pas avoir... ça ne peut pas se passer de la même manière qu'avec une communauté mature. Donc chaque communauté a à gérer, d'ailleurs chez elle, cette question de la maturité ou de l'immaturité des acteurs ou des groupes, d'ailleurs, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a des règles, c'est pour ça qu'il y a des régulations intracommunautaires qui sont nécessaires, parce que les communautés ne naissent pas complètement matures, avec des gens complètement matures du jour au lendemain. Les gens, ils naissent comme ils sont, et puis ils grandissent, et puis ils vivent leur vie dans tous les sens, et éventuellement dans le sens du bien commun. Ça peut arriver si ça leur est proposé. Si ça leur est proposé. Voilà un certain nombre de choses. Peut-être un petit point aussi... indication, c'est par rapport à un certain nombre d'éléments favorisés par le paradigme systémique, notamment, donc l'universalisme systémique, c'est la question du local et du global. Alors il y a le local et il y a le global. Et bien entendu, le global, c'est l'échelle du système, et le local, c'est l'échelle de l'élément qui, dans le système, existe s'il est dans le système, disparaît s'il n'y est pas. Et donc qui est invité à appliquer et respecter les lois du système, puisqu'elles sont naturelles. Selon l'économie communautaire, c'est pas le local et le global qui sont importants, c'est la proximité et la distance humaine. Et la proximité humaine, ça ne se mesure pas en kilomètres, ça se mesure en proximité antérieure, en intérieur. C'est-à-dire on peut participer à une communauté dont les membres sont dispersés sur la planète, ou sur la chaise d'à côté, ou de l'autre côté de la rue, ou n'importe où. C'est-à-dire que dans la conception des communautés, donc des économies communautaires, c'est la proximité et la distance qui sont des critères significatifs. Significatifs pour la production de biens, pour la production de services, pour les échanges, pour le partage d'activités économiques aussi.
Voilà, c'est pas une question de local et global. Du coup, l'idée que lorsqu'on on vit dans une communauté, dans le quartier, là, dans la rue, eh bien, l'économie communautaire, c'est pas l'économie qui est fermée au quartier, à la rue. L'économie communautaire peut se développer et existe avec tous ceux avec lesquels on a une grande proximité parce qu'on forme une même communauté. Bon, c'est pas des cas on prendrait que la communauté d'entreprise n'est pas uniquement dans les murs et que la proximité, effectivement, peut être aussi forte, que ce soit pour des clients ou pour des membres de l'entreprise ou de la communauté d'entreprise qui sont éloignés physiquement. Mais c'est pas ça le critère. Donc je voulais le souligner parce que quand on parle de communauté et d'économie communautaire, on pense souvent autarcie, repli sur soi. D'ailleurs, j'entendais quelqu'un, je ne sais plus ces jours-ci, qui préconisait quelque chose comme ça. Mais son truc, c'était retourner au village, retourner à des modèles anciens. C'est pas du tout ça, l'économie communautaire. C'est pas le retour à des communautés chaleureuses, etc., etc. Ça peut l'être aussi, mais enfin, c'est effectivement un bond en avant dans une autre façon de considérer le monde, dans un autre paradigme, le monde, les hommes, les affaires humaines et l'économie en général. Je rapproche de cela la lecture de la mutation de notre époque que fait l'humanisme mythologique, c'est-à-dire nous rentrons dans un nouvel âge qui est l'âge, passons un seuil de maturescence, qui est l'âge du sens, l'âge des communautés de sens, l'omniscience, dirait Michel Serres, et nous rentrons dans un âge de civilisation où, justement, et tant mieux, c'est par le biais des communautés humaines que les affaires humaines sont traitées et que l'on découvre que toutes les affaires humaines sont de nature humaine. Donc l'économie est de nature humaine. Et voilà. Donc c'est la perspective d'un nouvel âge de civilisation qui s'inaugure et qui justifie ou qui peut bénéficier effectivement de cette notion d'économie communautaire. Donc c'est, encore une fois, j'y insiste, hein, l'économie communautaire, c'est pas le repli économique, c'est pas un repli communautaire et économique, c'est une réappropriation, une maîtrise de son économie par les communautés, quelle que soit leur taille, et dans la relation avec leur taille. Alors, quand on écoute l'histoire en France, les régions, l'Europe, les régions, les nouvelles régions, ce qu'on appelle les compétences, les départements, etc., c'est effrayant, parce que, évidemment, tout ça, c'est des constructions rationnelles où il est hors de question qu'une commune ait un quelconque droit de regard ou d'intervention sur son économie. Il est hors de question qu'une commune ait une économie. Il est même hors de question qu'un département ait une économie. Alors peut-être les régions, mais l'économie des régions est forcément inscrite et encadrée dans plusieurs choses. C'est-à-dire l'économie d'une région, elle est, selon les discours dominants, elle est soit sous la coupe de l'État, donc par le jeu des subventions, des autorisations, des machins, etc., il y a toute une machine qui le fait, soit elle est sous la menace des puissances économiques qui peuvent très bien venir s'installer ou détruire une économie locale, soit soumis aux lois de l'économie systémique, hein, l'économie mondiale. Donc voilà, on participe à l'économie mondiale et on n'a pas d'économie propre. Alors dans l'économie mondiale, on analyse les choses d'une certaine manière, comme ce qui nous arrive et non pas comme les projets que l'on pourrait porter. Voilà, je ne vais pas aller plus loin cette introduction, ce tableau. Ensuite, reste à voir comment ça se passe déjà, mais souvent d'une façon peu mature, c'est-à-dire
peut conceptualiser ou peut construire, comment ça pourrait se passer et comment ça se passe aussi dans des lieux où on ne le voit pas. Alors, c'est vrai, ces temps-ci, on parle d'économie participative, d'économie... enfin, tout un tas de trucs. On sent bien, c'est un peu comme si c'était la société civile qui inventait ces trucs, quoi. Quoi? Des services entre les uns et les autres. Voilà, donc ça serait une économie de services, et de services entre les uns et les autres qui se reconnaissent, comme pour telle ou telle raison, parce qu'ils partagent la même affinité, ou partagent le même service, ou partagent je ne sais pas quoi. Donc d'une certaine façon, comme si des gens se rassemblant, ou étant rassemblés par ces principes d'échange, eh bien, se retrouvaient à construire des choses absolument qui, pour d'autres, pour les autres, apparaissent comme totalement monstrueuses, scandaleuses, et monstrueuses. Donc on est en plein là-dedans, mais je n'ai pas encore vu de traité d'économie communautaire pour l'instant, même s'il y a des petites choses, économie sociale. Mais bon,